Bonsoir, c'est le débat de Ça vous regarde en direct comme chaque soir après cette semaine de commémoration. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, de souvenirs, de deuil aussi. Bien, le gouvernement a choisi de renforcer les pouvoirs de police pour lutter contre le terrorisme. On va en parler dans quelques instants. Après l'état d'urgence prolongé de 3 mois et le débat houleux autour de la déchéance de nationalité, eh bien c'est un deuxième texte en moins de 6 mois qui va s'intéresser aux questions de renseignement et de terrorisme. Après les attentats de Charlie, de l'Hypercacher, il y a eu bien sûr ce drame terrible du 13 novembre. La France une nouvelle fois frappée par des islamistes radicaux. On va bien sûr examiner ces mesures. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'elles nous protègent? Ça, c'est un vrai sujet. On s'intéressera aux critiques venues de la gauche, de certains magistrats, des avocats. Est-ce qu'il faut craindre de nouveaux attentats? Ça, c'est une question évidemment importante que se posent les Français parce que, eh bien, aujourd'hui, une nouvelle agression d'un professeur dans une école juive. Il a été agressé à proximité de l'école, dans les rues de Marseille, par un individu de 15 ans, radicalisé, se revendiquant de l'État islamique. On va en parler dans quelques instants. On fait le point ce soir, évidemment, avec vous, avec toutes les questions posées sur les sites lcp.fr. Le JDD, bien sûr, notre partenaire. #CVR. Je vous invite, bien sûr, à tweeter. N'oubliez pas notre page Facebook pour être totalement complet sur les réseaux sociaux. Luc Kervounas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste du Val-de-Marne. Vous êtes le maire d'Alfortville. Vous êtes un très proche de Manuel Valls. On vous écoutera, évidemment, sur le climat et puis sur ce projet de loi. Il a été dévoilé. Il est aujourd'hui au Conseil d'État et il suscite quelques remous au sein de votre majorité. Merci d'être là. Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère de Paris du Parti de gauche, coordinatrice du Parti de gauche et l'une des porte-paroles. Vous êtes deux porte-paroles de votre parti. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mohamed Sifawi est avec nous. Bonsoir. Vous êtes journaliste, enquêteur. Vous travaillez depuis un peu moins de 30 ans sur cette question de l'islamisme radical. Ce livre, qui est une réédition de 2013, mais qui est évidemment enrichi. Pourquoi l'islamisme séduit-il, chez Armand Collin. Et puis, vous avez créé une association, on y reviendra, l'association du 11 janvier. On essaiera de savoir bien ce qui vous a poussé à créer cette association. Merci en tout cas d'être avec nous. Thibaut de Montbrial, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous avez travaillé sur plusieurs affaires sensibles et vous avez sorti ce livre coup de poing en 2015, Le sursaut ou le chaos. Il est sorti il y a quelques mois et vous êtes le président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que actualité oblige, après les discours, notamment le discours de Manuel Valls devant l'Hypercacher, c'était samedi, une nouvelle agression antisémite, vous allez le voir sur ces images, dans les rues de Marseille, à proximité d'une école juive. Le professeur âgé de 35 ans a été agressé par un individu de 15 ans qui bien s'est revendiqué de l'État islamique. Au nom d'Allah, a-t-il agressé, a-t-il expliqué avoir agressé cet homme? Cet homme s'est défendu, a pu mettre en fuite son agresseur. Ses jours, évidemment, ne sont pas en danger ce soir. Écoutez d'abord les premières réactions du procureur de la République de Marseille. Il a revendiqué avoir agi ainsi au nom d'Allah, de l'État islamique, répétant avoir agi à plusieurs reprises au nom de Daesh. Voilà, Daesh, une nouvelle fois dans la bouche de ce garçon de 15 ans. On reviendra sur les autres affaires. Écoutez ce que disait Manuel Valls samedi à 18h dans un hommage poignant, émouvant, justement devant l'Hypercacher, là où sont morts 4 personnes. Écoutez ce que disait le Premier ministre. Ces ennemis qui s'en prennent à leurs compatriotes, qui déchirent ce contrat qui nous unit, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille. Car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Rien ne peut expliquer que l'on tue à des terrasses et à des cafés. Rien ne peut expliquer que l'on tue dans une salle de concert. Rien ne peut expliquer que l'on tue des journalistes, des caricaturistes qui expriment leur liberté et que l'on tue des policiers qui sont là pour nous protéger. Et rien ne peut expliquer que l'on tue des juifs. On est rattrapé par l'actualité du Kervounas parce qu'il y a cette nouvelle agression antisémite, déclarée antisémite. Rien ne peut, aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Vous êtes sur la même ligne que le Premier ministre, j'imagine. Bien sûr, déjà, bonne année. Meilleurs vœux à vous. À tout le monde, et je souhaite à nos concitoyens que 2016 sera une année qui ne connaîtra pas des moments aussi tragiques que Charlie en début d'année 2015 ou bien les attentats du 13 novembre. Alors, que fait le gouvernement ? Beaucoup de choses ont été faites pour assurer la sécurité des Français. Nous avons recruté plus de policiers. Nous avons renforcé les moyens dans la justice. Nous avons fait passer une loi renseignement au mois de juillet. Et aujourd'hui, on le comprend bien. Nous avons un devoir impérieux d'assurer la sécurité de nos concitoyens. J'entends le débat qui traverse la gauche française comme la droite républicaine.
ce débat-là, il faut l'entendre, et puis nous l'aurons au Parlement. Vous l'avez dit vous-même, le texte est aujourd'hui au Conseil d'État. Eh bien, les parlementaires dont je fais partie au Sénat, nous aurons à voir de quelle manière, si éventuellement il est à amender ou pas. Mais ce qui doit nous animer, tous ensemble, encore une fois, c'est la sécurité de nos compatriotes. Parce que malheureusement, ce qui s'est passé en 2015, oui, il va falloir vivre avec le terrorisme. Oui, mais notre responsabilité, à gauche comme à droite, et c'est pour cela qu'il a eu raison, le président de la République, de demander l'union nationale au Congrès le 16 novembre. Elle est loin, l'union nationale, hein. Oui, mais en même temps... Elle s'est effritée, en tout cas. Le chef de l'État est le garant de nos institutions. Eh bien, nous sommes aujourd'hui avec lui, avec le Premier ministre, au travail. Il va falloir que nous donnions les réponses que nos compatriotes attendent de nous. Notamment sur la question de déchéance, parce que la rentrée parlementaire, c'est demain. Daniel Simon, les terroristes. Ce qui concerne les terroristes, bien sûr, sur la question de ceux qui seraient nés en France. Il ne peut y avoir aucune explication qui vaille. Je répète cette phrase parce qu'il l'a dite avec beaucoup de passion, on vient de l'entendre. Car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Comment vous réagissez à ces propos très forts du Premier ministre? Est-ce que vous dites, après tout, oui, la situation est tellement grave qu'il faut cette union sacrée? Alors d'abord, ce que je déplore dans la phrase, c'est qu'il faut essayer de comprendre. Non pas pour excuser, parce que c'est évidemment inexcusable, mais on a besoin de comprendre, on a besoin d'analyser pour mieux combattre. On doit combattre ce qui amène à un moment donné ce jeune, par exemple de 15 ans aujourd'hui, à commettre cet acte inacceptable, intolérable, soi-disant au nom d'Allah, au nom d'une religion. Soi-disant, enfin vous en doutez ou... Soi-disant. C'est pas que j'en doute, c'est que qu'est-ce qui amène un jeune de 15 ans à commettre un crime au nom d'une religion? Nous savons pertinemment que l'écrasante majorité des concitoyens de confession musulmane condamnent complètement ces actes. Et d'ailleurs, elles sont les premières victimes de par le monde de ce terrorisme islamiste. Donc comment à un moment donné, ce mouvement terroriste islamique est en capacité de recruter des jeunes, de leur mettre dans la tête qu'on peut devenir soi-disant un héros en commettant ces actes antisémites, en commettant ces assassinats. Donc je pense que c'est important pour lutter contre ce terrorisme islamiste. Sans excuser. Mais absolument, évidemment, c'est inexcusable. Et je pense qu'il faut comprendre, parce qu'on a une bataille à la fois idéologique à mener, et on a aussi une bataille idéologique à mener contre justement les tenants de ce terrorisme islamiste. Et nous avons également une bataille à mener pour permettre vraiment de donner les moyens humains au renseignement, à la justice antiterroriste et à la justice en général, parce qu'il y a un vrai débat, en même temps à notre système éducatif, à nos mouvements associatifs, pour être en capacité de lutter contre cela. On est dans un contexte quand même très inquiétant, où on sait, personne ne peut dire et ne peut prétendre qu'il peut prévenir toute attaque terroriste. La goutte d'or, je dis. Le danger, la personne il est tuée là. de 6 balles. Valence, un peu avant. Aujourd'hui, cette agression, enfin, c'est inquiétant quand même. Donc, on a besoin d'analyser, de comprendre et de voir ce qui est utile. Et de combattre. Par exemple, et de combattre. Par exemple, je suis profondément scandalisée par la mesure relative à la déchéance de la nationalité, parce que tout le monde est d'accord pour dire que ça n'a absolument aucune efficacité. C'est un symbole, dit-on. Aucun candidat à une action kamikaze va tout d'un coup c'est l'argument qu'on entend, revenir sur sa décision de peur de perdre la nationalité. Mais si c'est un symbole, alors c'est un symbole raciste. Et je ne suis pas pour inscrire ce type de symbole dans la Constitution. Alors, parce que nous savons très bien qu'il n'y avait, qu'il n'y a pas de lien entre binationaux et terrorisme. J'ai regardé les tragiques événements du 13 novembre. Il y avait une minorité de binationaux. Donc pourquoi tout d'un coup jeter à la vindicte une partie de la population? Les terroristes veulent justement... même si 75% ils veulent semer une guerre. des Français disent... On le souhaite, il est nécessaire de le faire. Oui, Mohamed Sifawi. Vous avez le Sifawi. même chiffre qui pense que les mesures qui sont prises ne sont pas efficaces. Pour Mohamed Sifawi, je ne veux pas qu'on fasse le débat sur la déchéance. Moi, la question qu'on pose ce soir et qu'on se pose nous ici sur ce plateau, c'est... Et c'est vrai qu'on n'avait pas imaginé cette agression de ce professeur de 35 ans qui a réussi à se défendre. Il y avait une machette, il a fait fuir ce garçon de 15 ans, puis ils l'ont arrêté quelques minutes plus tard. Est-ce que ce soir... et on va revenir sur les mesures, est-ce qu'on peut dire qu'on est en sécurité, ou est-ce que ce soir, il faut être d'une prudence de sioux? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le danger est partout.
Alors, sans alarmisme aucun, il est évident que le danger est partout. Pourquoi ? Je vais dire quelque chose que les partis politiques connaissent très bien. Daesh a réussi à lancer une dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les actes terroristes vont prendre plusieurs visages. Ce sont des actes qui vont avoir une allure protéiforme. D'abord, les actions terroristes classiques préméditées, commanditées par l'organisation mère, Daesh, à partir de Syrie ou d'Irak, et perpétrées en France. Mais ensuite, il faut comprendre ce qu'est une organisation comme Daesh. C'est d'abord un socle de légitimation idéologique et de désignation de cibles. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ont une approche obsessionnelle de ce qu'ils considèrent être un fait religieux qui leur dicterait d'abord, mais il faut qui leur dicterait donc d'attaquer des cibles qui sont ainsi désignées, pour des raisons qui sont ainsi énumérées, et pour, je dirais, une légitimation qui est ainsi donnée. C'est-à-dire que l'acte terroriste n'est pas, dans le cas d'espèce, n'est pas un acte de violence gratuite. Il obéit incontestablement à la fois à une logique et à une idéologie. Alors, il y a l'acte qui est prémédité, les grosses opérations. Les grosses opérations. Ensuite, il y a cette légitimation idéologique qui va faire naître des vocations. Et aussi, dans ce contexte, c'est pour ça que je parle de dynamique, comme un peu ce que font les partis politiques au moment des élections, c'est qu'il y a des vocations qui vont naître, des gens qui vont croire que parce qu'ils se reconnaissent dans un discours, ils pensent pouvoir agir et passer à l'acte avec les moyens rudimentaires. Donc là, c'est incontrôlable, Mohamed Sifawi. C'est totalement incontrôlable. Moi, je ne donne pas là mon avis. Quand tout le monde se fout. Je donne, à partir de l'exploitation de la littérature, je dirais, islamiste djihadiste, ce que eux préconisent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Tout Français est une cible pour vous. Évidemment, il y a des cibles prioritaires, la communauté juive, les forces de l'ordre, les personnalités, je dirais, médiatiques, etc. Ensuite, tout citoyen est pour eux une cible. Quels que soient les moyens utilisés, c'est bon de les utiliser. C'est-à-dire un couteau, un cutter, un marteau, voilà, une voiture bélier, etc. etc. Bon, troisièmement, il leur est dit à leurs adeptes que, quelle que soit l'ouverture qui s'offre à eux, c'est-à-dire la possibilité, frapper quand vous pouvez, là où vous pouvez. Il n'y a pas, je dirais, chez eux, une demande d'efficacité ou de résultat. C'est faites le plus de bruit pour créer justement et entretenir cette psychose, parce qu'ils savent que, en définitive, nous, les médias, nous sommes leurs alliés inconscients et objectifs, puisque nous allons relayer leurs méfaits. Nous sommes en démocratie, c'est aussi la faiblesse de notre système. Donc, de ce point de vue-là, pour répondre clairement à votre question, oui, ce climat va perdurer. C'est pour ça que je pense qu'il ne s'agit pas, si nous sommes réellement en guerre, de préconiser uniquement, exclusivement la réponse à la fois judiciaire, militaire et policière qui sont nécessaires. Je ne les écarte pas, il ne faut surtout pas les écarter, mais il faut adjoindre à ce genre de guerre toute une série de mesures. Je vous donne un exemple tout simple. On ne peut pas mener des actions, par exemple, contre des individus qui sont effectivement endoctrinés dans une logique mortifère et laisser, d'un autre côté, des bouquets, des chaînes satellitaires qui sont offertes par des bouquets français endoctriner notre jeunesse, y compris en langue française. On a un tweet sur Internet déjà. Thibaut de Montbrial, ce tweet, c'est pour rester dans le débat. Une des batailles essentielles, nous dit Twito, c'est celle contre la prolifération des propos et incitations haineuses sur Internet, parce que c'est vrai, on commence déjà à découvrir que peut-être que ce garçon de 15 ans, là, évidemment, qui a été interpellé, a pu être aussi, évidemment, motivé en regardant des sites Internet. Thibaut de Montbrial, moi, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, puis on va aussi rentrer avec Mohamed Sifawi, mais vous dites quand même, à travers des interviews par rapport au travail que vous menez, on a été pris au piège de la discrimination et de l'islamophobie. Cela permet de soustraire l'islam à tout droit de critique, pourtant parfaitement légitime dans une société. Est-ce que comme ça, vous avez le sentiment qu'à travers les discours de Manuel Valls, à travers les positions de François Hollande, les consciences politiques avancent, on désigne beaucoup plus clairement les choses, ou est-ce que ça reste encore compliqué parce que vous dites qu'il y a eu la bataille de l'antiracisme, il y a eu tout un travail qui fait que on est un peu embarrassé. Alors d'abord, j'ai rien inventé. Manuel Valls le dit beaucoup, notamment en 2013, il a eu un discours très fort au moment des émeutes de Trappes et d'Argenteuil pour réfuter le terme d'islamophobie. Elisabeth Badinter, Boualem Sansal, enfin il y a tout un tas de gens qui attirent l'attention de chacun sur le danger qui est tapis derrière l'utilisation du terme d'islamophobie pour faire taire les critiques. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que les musulmans sont les premières victimes. C'est peut-être vrai dans le monde, c'est pas vrai en France.
France. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Dans le dossier de l'attentat raté de Villejuif, le dénommé Sid Ahmed Glam explique aux enquêteurs que sa première cible, c'était la gare de Villepinte, qu'il y a été, et je cite, il dit aux enquêteurs, finalement, j'ai pas fait mon attentat à la gare de Villepinte parce qu'il y avait que des Arabes. Donc on est bien dans une logique dont il faut que chacun ait conscience, et qui est, vous l'avez rappelé, Mohamed Sifawi tout à l'heure, une logique de guerre, et cette guerre, elle nous est faite, c'est pas nous qui l'avons choisie. Ça aussi, c'est extrêmement important. On l'a subi ou on est en train vraiment de se mettre en mouvement? Alors, moi, ce que je constate, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé dans le débat public sur ces questions, en quittant ma place d'avocat, mais à partir de ma place d'avocat. Par ce centre de réflexion. C'est que je suis très frappé par le fait que l'ensemble de nos élites, c'est-à-dire politiques, économiques, médiatiques, alors on est en train d'en sortir, mais a longtemps été en état de sidération. Pourquoi? Parce que ça fait 70 ans qu'on a vécu en paix. C'est-à-dire que les gens qui nous dirigent aujourd'hui sont des enfants d'enfants de la paix. Et comme on est le pays des droits de l'homme et qu'on aime bien s'en targuer et considérer qu'on est en gros l'un des pays les plus formidables au monde, on ne comprend pas comment des gens aussi formidables que nous peuvent être attaqués. Et donc il y a une espèce de déni, parce qu'on dit, mais enfin comment, nous qui sommes le pays des Lumières, etc., des gens nous en veulent pour ce que nous sommes, et on a du mal à le concevoir. D'où les excuses, le fait qu'il n'y ait pas d'excuses dans la bouche de Manuel Valls, parce qu'il y a un débat social aussi autour de cette jeunesse, la déshérence, des quartiers. Alors, là, par contre, je suis d'accord avec vous. Là, par contre, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'excuser, mais c'est vrai que pour combattre son ennemi, il faut le comprendre. Donc, nous devons prendre non seulement des mesures dont on va parler, qui sont des mesures de sécurité, mais je pense que le combat de moyen terme, c'est un combat politique. C'est-à-dire qu'il faut imposer nos valeurs sans les renier, donc c'est là que c'est très compliqué, mais imposer nos valeurs, récupérer... Il y a une génération qui est perdue. Pendant une génération, on va voir des actes comme cela. Celui d'aujourd'hui, une génération, c'est quoi? C'est 15 ans? 15 ans. 15 ans. 15 ans. On va avoir en France Au moins 15 ans. On va avoir en France des milliers de morts. On va avoir des milliers de morts. Il va y avoir un combat qui va être extrêmement rude et il va y avoir un passage qui va être compliqué. Il va falloir que l'on compte sur la communauté musulmane et sur l'immense majorité de nos compatriotes musulmans qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre en paix dans les règles de la démocratie française et dans un cadre où les lois temporelles sont privilégiées sur les lois spirituelles et la religion, parce que c'est ça l'enjeu qui est l'enjeu capital. Et pour ça, il va falloir être résilient, ne pas perdre nos nerfs, lutter contre les extrémismes de tout crin, et il y aura des tentations. Et pour ça, c'est important qu'il y ait cette prise de conscience. Alors elle commence, mais il faut aller beaucoup plus loin, et notamment sur des réaffectations budgétaires. Luc Cavounas, là je mets aussi les pieds dans le plat et on va avoir ce débat, parce que le débat est ouvert. La question de nos valeurs, la façon dont on intègre, la façon dont on s'intègre. Moi, en préparant l'émission, je découvre que Mohamed Sifawi a créé cette association du 11 janvier, formidable, avec l'idée aussi de travailler sur les questions d'Internet, un vrai travail. Et je découvre aussi que dans une interview, il indique que le gouvernement, globalement, était plutôt content. Dès lors que Mohamed Sifawi a dit qu'il allait s'intéresser de près aux frères musulmans, je ne veux pas dénaturer vos propos, et à l'UOIF, le gouvernement a dit « je ne financerai pas le 11 janvier » parce qu'il s'attaque. Alors peut-être que pas le gouvernement. Enfin, en tout cas, ceux que vous avez rencontrés. Personnes travaillant dans des cabinets. Qu'est-ce qu'elles vous disent exactement pour qu'on ait le débat d'une manière, puisque c'est à vous qu'on l'a dit? En gros, certains technocrates, parce que ce ne sont pas des politiques, ce sont des technocrates, et c'est là où ça pose problème, très souvent dans cette administration, refusent catégoriquement d'engager la guerre idéologique qui est nécessaire contre les tenants de l'islam politique nourricier de ce terrorisme. Et en l'occurrence, qui est au cœur du problème, selon vous. Il est au cœur du problème. Qu'on le veuille ou pas, on peut se voiler la face comme on veut. Il est au cœur du problème. Parce que sinon, ça voudrait dire que ce terrorisme est juste de la violence gratuite. Et auquel cas, ce serait de la criminalité pure. C'est plus du terrorisme à connotation politique. Si c'est à connotation politique, c'est au service d'une idéologie. Et l'idéologie qui est le substrat et la matrice de ce terrorisme, c'est l'islamisme. Qu'est-ce que l'islamisme? L'islamisme se décline en deux versions. Soit à travers le wahhabisme, c'est ce qu'on appelle généralement le salafisme djihadiste, qui a une branche dite du takfir, ou alors la pensée des frères musulmans. Or, je pense qu'il faut assumer le fait qu'aujourd'hui, il est nécessaire de croiser le fer, idéologiquement parlant, à ces deux pensées. Il y a des pays arabes qui l'ont compris. L'Égypte en fait partie. Les Émirats arabes unis, certes, ce ne sont pas des démocraties, mais ils ont compris qu'il fallait... Ils ont chassé les frères musulmans d'Égypte. C'était ça, le mal profond qui rongeait le monde musulman et toutes les communautés musulmanes à travers le monde, parce que l'islam, quoi qu'on puisse en penser aujourd'hui,
au-delà du fait spirituel que je dissocie avec le fait idéologique, est phagocyté par ces deux pensées intégristes qui sont nourricières de violence. Mais Luc Kervounas, comment vous expliquez, alors je me suis mal exprimé, c'était pas des politiques, c'était des technocrates, je peux comprendre, une espèce de frilosité sur ces sujets, puisqu'il faut venir au cœur des choses, parler des choses en mettant des noms devant ces problèmes. Comment vous l'expliquez? Et on voit les tensions qu'il y a à gauche. Monsieur, mais je dénonce suffisamment à chaque fois la technostructure. C'est aux politiques de faire société. Voilà. Et donc je ne sais pas qui vous avez rencontré, je ne vais pas commencer à commenter cela. Mais nous entrons dans une période qui va être longue. 2015 a ouvert une ère différente pour nos compatriotes, pour les Français. Vous commenciez l'année en nous souhaitant bonne année. 2016, c'est une année où on bien sûr, parce que quand on fait c'est, je pense, une année où on va voir se démultiplier des actes isolés. C'est évidemment un combat sur nos valeurs républicaines, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité et laïcité. On voit bien que Daesh, qui est combattu, ce mot, sur un combat politique, qui cherche à dire la laïcité dans l'école, justement, est la cause de tout. Donc il va falloir que nous soyons forts et que nous soyons fermes dans les réponses. Et pardon, Daniel Simonet, la binationalité, lorsqu'on veut déchoir des binationaux terroristes, ça n'a rien de raciste. Moi, je suis le maire d'Alfortville. Je sors d'un week-end de vœux. J'ai rencontré des centaines et des centaines d'Alfortvillais. Personne ne me parle comme vous le dites. Personne. Et c'est un binational qui vous parle grec et français. Je ne me sens pas du tout visé. Donc à un moment donné, qu'attendent les Françaises et les Français? Des actes politiques forts. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Après que derrière les débats, il y ait d'autres débats. On le voit bien, on le sent bien. Il y a des débats qui cacheraient des débats. Bien sûr. D'autres débats. De rapports de force internes à la gauche, j'ai bien compris. Donc il faut être aussi à peu près très honnête dans les choses telles qu'on les pose. Non. Réponse. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça une forme d'angélisme? Non, c'est pas du tout de l'angélisme. C'est pas du tout de l'angélisme. De dire, mais attendez, c'est compliqué. On entend des choses concrètes là. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a absolument aucun angélisme de ma part. Moi, je pense qu'on doit, par ailleurs, dans cette bataille idéologique, bien prendre conscience qu'il n'y a pas d'islam politique modéré. Et quand la France, par exemple, a un discours plus qu'ambigu vis-à-vis de la politique qui est menée en Turquie, alors qu'on sait pertinemment que les soldats kurdes sont les meilleurs combattants contre Daesh, qui sont en train d'être tirés dans le dos par le gouvernement de Turquie, qui se réclame d'un islam politique. Quand on voit que les victimes, Mohamed Brahmi, Choukri Belaïd du Front populaire tunisien, ont été assassinés par la même bande qui assassinait ceux de Charlie Hebdo, eh bien, sont dans une situation politique où le parti Ennahda, qui se réclame de l'islamisme politique, eh bien, a un rôle plus qu'ambigu sur le fait qu'il n'y ait pas eu d'enquête jusqu'au bout pour trouver les assassins. Donc, il n'y a absolument aucun angélisme de ma part. Au contraire, je pense que vraiment la bataille à la fois idéologique et à la fois la bataille au niveau des relations diplomatiques, le fait que comment ça se fait que la France, que François Hollande a continué à accueillir le représentant du Qatar, quels sont nos liens avec l'Arabie Saoudite quand on sait les liens dans le financement. Pensez qu'il y a une ambiguïté parce qu'on a... Bien sûr, totalement scandaleuse. Par contre, il y a un truc auquel on ne touche pas, c'est la Constitution de la République française. Remettre en cause le principe qui est inscrit dans l'article 1 de la Constitution de l'égalité devant tous les citoyens. Même ceux qui attaquent la France, Daniel Simonet, de la Déclaration des droits de l'homme. Même quelqu'un qui fait un attentat contre la France. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et tout d'un coup, prendre une mesure symbolique sur les binationaux, alors qu'on sait qu'elle est totalement inefficace. Daniel Simonet, on sait pertinemment. Même pour un Français qui va tirer des Français au Bataclan. Mais ça ne sert à rien. Par contre, laisser penser et valider la bataille culturelle menée notamment par l'extrême droite française, qui veut faire croire que la question du terrorisme est liée à la question migratoire, est liée à la question musulmane, non pas dans l'islam politique et ceux qui se révèlent mais soi-disant mettons un amalgame sur l'ensemble de celles et ceux qui croient, qui ont une pratique musulmane, c'est pas la même chose. J'avais gardé une petite phrase pour vous, Daniel Simonet, mais je la garderai pour plus tard sur le regard que portait Mohamed Sifawi sur la gauche, pas celle de Manuel Valls. Dites-moi juste, Luc Kervounas et Thibault Montbrial. Aujourd'hui, 8 ou 9 Français sur 10 sont d'accord avec la proposition de François Hollande.
contre les terroristes de déchoir leur nationalité. 8 ou 9 Français sur 10 selon les sondages. On pourrait leur demander la question de la peine de mort sur les terroristes, on verrait ce qu'ils diraient. On est en train de revisiter l'histoire et la Constitution, parce que la déchéance de nationalité était déjà dans la Constitution en 1793. Nous sommes en train de dire face aux Français que nous sommes en train de nous invectiver les uns et les autres. Et qu'allez-vous leur dire quand il y aura un nouvel acte terroriste? Je vais leur dire qu'on ferait bien, au contraire, de donner beaucoup plus de moyens humains au renseignement humain, parce qu'on sait pertinemment... C'est pas incompatible, Thibault Montbrial. Mais pas du tout. C'est pas incompatible. 12 000 postes de police supprimés. Et Thibault Montbrial, allez-y, intervenez. Les annonces de François Hollande, même si elles sont appliquées, ce qui pour l'instant n'est pas complètement le cas, on en sera à peine à 10 000. Donc prenons des mesures efficaces au lieu de faire croire que ce symbole anti-républicain... Daniel Simonet, Thibault de Montbrial, et on a une sentinelle qui veut s'exprimer, elle vient rarement. On vous écoute parce que vous disiez tout bas, mais c'est un symbole. Pour défendre mon temps de parole, je vais finir par faire de la politique. Excusez-moi. Non, je vous en prie. La déchéance de nationalité, c'est évidemment un symbole. Les symboles en politique sont extrêmement importants. On ne peut pas tolérer que des gens qui sortent de la communauté nationale, qui attaquent la communauté nationale, continuent à se prévaloir des avantages qui sont liés à la nationalité. C'est une question de logique. Je vais même aller plus loin. La France essaye de tuer les Français qui sont en train de combattre en ce moment en Irak et en Syrie avec Daesh. Donc d'un côté, on dira oui, mais on ne peut pas les déchoir de leur nationalité. Mais on les bombarde en les tuant. On les combat et on essaye de les tuer. Et je crois qu'il faut être logique. Et la politique se fait bien sûr avec des moyens, mais aussi parfois avec des symboles. Il y a deux choses que je voulais dire très rapidement. Allez-y, Harold et Mohamed Sifawi. Très rapidement. D'abord, on a perdu beaucoup de temps parce qu'on a eu du mal à nommer l'ennemi. Laurent Fabius et François Hollande ont attendu le mois de novembre pour employer le terme islamiste. C'est pas le cas de Manuel Valls. Non, Manuel Valls a fait un discours remarquable dès le 13 janvier à l'Assemblée nationale. Mais le président Hollande parlait des chrétiens cooptes, ce qui n'a aucun sens en parlant du massacre pardon, il parlait des citoyens égyptiens, ce qui n'a aucun sens au moment du massacre des Coptes en février dernier, etc. Le Bataclan a réveillé notre président de la République. Tant mieux, mais nous avons perdu du temps parce que nous n'avons pas nommé l'ennemi. Le terrorisme est un moyen, et l'ennemi, c'est l'islamisme. Et la deuxième chose, c'est que il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber aujourd'hui, c'est sur les questions de déradicalisation. Vous avez des associations salafistes qui se proposent d'aider à la déradicalisation en venant dire... Ça se passe pas très bien en ce moment. En venant dire... Non mais attendez, parce que ça c'est très peu dit et c'est très important. En venant dire nous sommes contre la violence, laissez-nous expliquer ce que c'est que le réel islam à ces jeunes gens perdus et nous allons les remettre dans le droit chemin. Il ne faut pas perdre de vue que le terrorisme, c'est une chose, mais au-delà du terrorisme, ce qui menace la République française, ce n'est pas seulement le terrorisme, c'est l'islam radical politique. Et les salafistes qui essayent de jouer sur l'ambiguïté entre violence de paix, et effectivement, absence de violence pour s'emparer de la question de la déradicalisation, garder finalement le contrôle, nous tendent à un piège redoutable. Vous êtes d'accord avec ça, Mohamed Sifawi? Les salafistes dits quiétistes, parce qu'il y a eu tout un débat sur le salafisme, c'est eux qui essaieraient finalement de récupérer ces jeunes brebis égarées pour les garder avec eux? Complètement, et pour juste, en un mot, étayer ce qui vient d'être dit, c'est que les pseudo-quiétistes qui n'existent que dans l'esprit de quelques naïfs ou ignorants sont des gens dont les idéologues n'ont jamais banni du corpus salafiste la notion du djihad. En l'occurrence, la nuance, c'est qu'ils disent « nous ne sommes pas prêts pour mener le djihad ». C'est un calendrier. Parce qu'ils se basent sur un verset coranique, pardon, je suis un peu technique et je fais un peu de théologie, qui dit « préparez-leur ce qu'il faut comme force et cavalerie équipée pour terroriser vos ennemis et les ennemis d'Allah ». Donc, sur le préparez-leur ce qu'il faut comme force et cavalerie équipée, donc ils estiment qu'ils ne sont pas prêts. Et les autres, c'est-à-dire ceux qui passent à l'action, disent qu'il faut passer à l'action avec les moyens appropriés. Donc, en fait, nous sommes en train de valider, en tout cas ceux qui s'aventurent sur ce terrain, valident une supercherie qui tend en réalité à préparer le terrain, certes à ne pas commettre des attentats tout de suite, mais à endoctriner, à prendre possession finalement d'une communauté, entre guillemets, une méthode sectaire en quelque sorte, et à la préparer pour à la fois des attentats plus tard, mais pire, à faire des attentats au quotidien contre les valeurs fondamentales de ce pays, en l'occurrence la laïcité, l'égalité homme-femme. Qui touchent les valeurs, là, qui ne touchent pas le corps, parce mais que les fameux quiétistes, par exemple, on peut en parler. La chose dont ils se distinguent, c'est de déscolariser leurs enfants. C'est de refuser la scolarité de l'école de la République. L'école de la République. Voilà. Et ça, on les fait passer pour des gens fréquentables. Donc, c'est une technique saoudienne qui, en réalité, après avoir créé le monstre, se rend compte que ce monstre peut se retourner contre son créateur et a mis en place une logique
qui convoque des idéologues qui disent à ces terroristes, attention, d'abord, vous n'avez pas le droit de frapper votre pays. 2, vous n'avez pas le droit de mener le djihad si l'émir ne le décrète pas. En l'occurrence, l'émir, c'est le roi d'Arabie Saoudite. Ou alors, lorsque la Oumma, c'est-à-dire la grande communauté musulmane, n'est pas unifiée, sous une seule bannière. Donc, en réalité, ils n'ont jamais, je répète, banni le concept du djihad et de la violence de leur corpus. Donc, toute cette logique de salafistes dits quiétistes est une grande supercherie. Alors, Harold, allez-y Harold, posez votre question, puis j'avais une question à poser à Luc Carvounas. Je voulais aussi vous montrer dans un sujet dans quelques instants les sentinelles, parce qu'il y a aussi un débat sur ces soldats, vous les avez vus, qui patrouillent aujourd'hui comme des militaires avec le casque à la ceinture. Harold, on est ravis de vous retrouver, vous êtes un militant de droite, vous n'arrivez pas masqué, on peut le dire. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ce sujet, Harold ? Moi, je pense qu'il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un jeune de 15 ans a pu commettre un tel acte aujourd'hui. Je pense que la réponse est d'abord la non-culture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prendre des vraies mesures, pas des mesurettes qui, comme vous le disiez sur le plateau, n'auront aucun effet de d'échange de nationalité, mais prendre des vraies cultures, à commencer des mesures qui vont s'opérer à l'école, en apprenant d'une part vraiment quelles sont nos valeurs, et puis surtout vraiment apprendre aux jeunes, apprendre le français. Puisque c'est en sachant s'exprimer, en pouvant exprimer des idées, que ces jeunes, par la suite, pourront les exprimer donc dans leurs idées et non pas par la violence. Et puis l'autre point, il est très important pour moi de faire la distinction entre politique et religieux, et toujours avoir en tête que Daesh est d'abord un État politique et non un groupe religieux. Donc arrêtons de tous nous transformer un peu en imams en herbe, mais ayons une réponse politique forte. Bon, bah voilà, Harold, il dit des choses. C'est juste pour prolonger des tweets et ce que nous dit Harold. On a un premier tweet qui nous dit « Certains politiques avec un S d'une certaine gauche sont assez naïfs avec les radicaux islamistes ». Et moi, j'avais noté une petite phrase de Mohamed Sifawi qui dit il y a Valls d'un côté, et puis il y a une gauche qui est un peu la plus bête du monde. Je vous cite, il y a les Verts, il y a l'extrême gauche, qui ne parviennent pas à se hisser au-delà de la simple accusation. Je peux juste commenter ça. Vous commentez parce que ça, c'est ma phrase. Ça va être votre phrase et ça va faire du débat. Je vois Daniel Simonet qui n'est pas d'accord. Incontestablement, au moins deux gauches, en tout cas sur ce sujet-là. Il y a effectivement la gauche réconciliable, la gauche Manuel Valls, et je peux en témoigner, c'est quelqu'un, avant même d'être Premier ministre, qui est totalement sensibilisé à ce sujet depuis qu'il était maire d'Ivry, incontestablement, et qui est, je dirais, très conscient des enjeux par rapport à la fois et au terrorisme et à l'idéologie islamique. Et ensuite, il y a de manière transversale, dans les différents partis, que ce soit de gauche ou même ailleurs, au centre et à droite, des gens qui sont sensibilisés ou qui sont sensibles à ce sujet parce qu'ils ont travaillé ce sujet. Il y a d'autres, à gauche, qui sont complètement à la ramasse. Et c'est là où on voit une incohérence totale, pardon de le dire comme ça, quand, par exemple... Ça fait sourire le Carvounas, ce que vous dites. Hein. Mais parce qu'il sait que c'est vrai. Quand Manuel Valls, par exemple, de manière très courageuse, et c'était inédit, dit... les musulmans sont chez eux en France, mais la République ne veut ni des frères musulmans, ni des salafistes. C'est quand même un discours qui devrait donner la ligne éditoriale de ce que doit être l'action du gouvernement. En même temps, vous avez le premier secrétaire du Parti socialiste qui va inviter au siège du parti le CCIF, qui est un petit groupuscule d'islamistes proche des frères musulmans, qui tend justement à utiliser... Non, pas le CFC, collectif contre l'islamophobie, qui tend à utiliser cet étendard de l'islamophobie, en fait, ce chantage à l'islamophobie pour atrophier le débat et anesthésier. Alors, entrons dans le débat, parce que les politiques sont là. Luc Carvounas, Daniel Simonet. Et après, on verra un sujet sur les sentinelles qui est un autre. Donc, si vous voulez, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut harmoniser d'abord la réponse, parce que c'est important qu'un État ait une ligne éditoriale et une stratégie en définitive. Est-ce que vous retirez un mot de cette phrase de Mohamed Sifawi une certaine gauche ne parvient pas à se hisser au-delà de la simple accusation de terrorisme pour cibler l'aspect idéologique de l'islamisme. Est-ce qu'il y a un problème de fond qui fait que quand on n'arrive pas à diagnostiquer un problème, on a du mal à le régler? Le problème est chez vous, dit Daniel Simonet. Il n'y a pas de difficulté à le poser tel qu'il a été posé. Maintenant, moi, je vais vous dire, il n'y a pas de gauche. Sous la Ve République, l'idée, la théorie de deux gauches qui s'affrontent, je la vois bien. On l'a vu aux dernières élections régionales, dans des architectures faites un peu de la carpe et du lapin. Ça ne fonctionne pas. Moi, je ne vais pas insulter l'avenir. Et je pense que nous avons intérêt à poser les débats, comme nous le faisons ce soir, mais surtout à construire notre avenir commun. Ce qui a permis... Vous n'êtes pas d'accord sur le fond? Oui, mais... Non, mais je comprends votre discours rassembleur.
Non mais on n'est pas d'accord encore heureux qu'on ne soit pas d'accord sur tout. Une gauche naïve, nous disent Twittos, assez naïve. Non, cette gauche-là n'est pas du tout naïve, pas du tout. Elle est contestataire, elle est dans l'opposition depuis 2012, on le voit bien, hein, aux politiques menées par François Hollande, Jean-Marc Ayrault hier, Manuel Valls aujourd'hui. Mais pour moi, le fait le plus essentiel, c'est quand les textes arrivent au Parlement, ils sont votés. Le débat que l'on a là sur la déchéance des binationaux, il arrive au Parlement le 3 février, il sera voté. Donc on entend ceux qui parlent fort, ça nourrit les débats. Mais moi, je sais très exactement ce qui se passe dans la gauche majoritaire. Oui, vous comptez aussi, il y a un travail de bien sûr. Vous voulez dire que Mme Simonet va voter? Non, mais je veux dire son parti. Son parti va voter. C'est pas pour revenir sur la manifestation qu'il y a eu à Barbès. Mais est-ce que votre parti va voter? Parce que c'est intéressant ce qui vient d'être dit. Daniel Simonet, je veux pas revenir sur la manifestation de Barbès où certains avaient crié mort aux Juifs, mais c'est vrai que sur ce plateau, souvent ça revient. C'est totalement inacceptable. C'est inacceptable. Moi, mais pour moi, au cœur de Paris, la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre toutes les formes de racisme ne peut absolument pas se déconnecter. Et par contre, oui, il y a un besoin de rebatailler pour expliquer ce que c'est que l'enjeu émancipateur incarné par les règles de la laïcité, qui n'a besoin d'avoir aucun adjectif accolé. Qui n'est plus respecté, cette laïcité. Et cette question de la laïcité, écoutez, vous savez, à la mairie de Paris, on me demande de voter sur des délibérations pour financer des crèches confessionnelles Louvavitch, pour payer gratuitement les locaux du CFCM, pour financer des écoles privées catholiques. Donc il y a vraiment une bataille parce que la gauche n'a plus défendu cette question fondamentale de la laïcité. Et oui, c'est un débat qui traverse le Parti socialiste et je peux vous dire qu'il y a plus d'un élu au Conseil de Paris avec lequel je suis en désaccord sur cette conception de la laïcité qu'il me semble nécessaire de défendre, où certains se glissent sur la brèche qu'avait ouvert Nicolas Sarkozy, sur la confusion entre le cultuel et le culturel. Et vous avez également dans l'autre gauche aussi beaucoup de discours d'ambiguïté qui fait qu'on peut... L'autre gauche, c'est le camp Manuel Valls? Non, quand je vous parle dans l'autre gauche, des hommes et des femmes qui pensent que pour lutter contre le racisme anti-musulman qui se développe également dans notre société, il faut utiliser ce mot d'islamophobie que je récuse parce qu'au contraire, je pense qu'il faut être très précis sur l'usage des termes que l'on fait, des mots que l'on fait. Utiliser le terme d'islamophobie nous interdit de facto de critiquer la religion. Or, la bataille laïque de la liberté de pensée, de la liberté de conscience, doit nous permettre de pouvoir critiquer toutes les religions. Exactement. Et par contre, de ne jamais accepter, de considérer comme un délit le fait de dénigrer des hommes et des femmes sous prétexte de leur appartenance réelle ou supposée à une religion. Cette distinction est fondamentale. On va regarder un sujet parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de le voir, mais on a encore bien sûr plusieurs minutes pour débattre. On a ce tweet qui nous fait le lancement du sujet. Il faut bien avoir conscience que toutes les mesures sécuritaires ne pèseront pas lourd face à des gens endoctrinés et suicidaires, puisque évidemment il y a une série de faits divers de personnes seules, qui ne sont pas les grosses opérations, qui évidemment sèment le trouble. Il y a quand même cette opération Sentinelle, elle dure depuis plusieurs mois. C'est vrai qu'elle est ici même à l'Assemblée contestée par certains élus. Ce sont des soldats d'élite pour certains. Vous allez le voir dans ce sujet, ce reportage. Eh bien, ce reportage de François Goulin, ce sont des légionnaires qui se lèvent très tôt le matin. Ils ont 11 kilos à porter, le barda, comme s'ils partaient en opération à Kidal, mais ils sont au cœur de Paris, sécuriser les écoles et puis ensuite patrouiller dans les rues de Paris. Regardez ce reportage. 7 h du matin, dans une caserne improvisée de Paris. Le café à peine avalé, les légionnaires viennent chercher leur équipement. Rien de très différent d'avec une zone de guerre, fusils d'assaut, pistolets, gilets pare-balles, casques et sacs à dos. Le 1er régiment étranger de cavalerie est prêt pour patrouiller dans la capitale. Arrivez dans le métro comme d'habitude, ok? Par deux, jusqu'à arriver à l'école, c'est bon? Des questions? Allez, en avant derrière moi. La destination de ce groupe, une école maternelle du 1er arrondissement. Les 8 militaires s'engouffrent dans le métro et la surveillance commence. 7 h 45, arrivée à l'école publique, rue de la Sourdière. Elle fait partie des quelques établissements devant lesquels ces militaires montent la garde. Toi, tu viens avec moi, on va se mettre au bout de la rue. Le maréchal des logis Rachid, 8 ans de Légion étrangère, procède comme s'il était en opération extérieure. Sa spécialité à lui, ce sont les chars d'assaut, mais ici, il sécurise
poste ses hommes aux intersections et vérifie les poubelles alentours. Pour nous, il n'y a pas de différence, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Notre mission, c'est de protéger les Français, mais on le fait, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur. 8h20, l'équipe est en place pour l'arrivée des élèves. Bonjour Max. Bonjour. Bonjour Chloé. Une présence plutôt discrète, appréciée des parents. C'est plutôt rassurant pour les uns et les autres, donc j'y vois pas d'inconvénient. C'est dans l'air du temps, avoir ces temps troublés, donc voilà. Les portes de l'école se ferment, le soleil est levé, il est 8h30. Allez, en avant. Débute la seconde mission des sentinelles, quadriller le jardin des Tuileries et le Louvre. Ils le feront le reste de la journée, à scruter les milliers de visiteurs qui passent ici chaque jour. Le but, c'est qu'on essaie de patrouiller de manière aléatoire. On ne fait pas toujours les mêmes choses, on ne patrouille pas toujours au même endroit, on essaie d'être imprévisible. On se mêle à la foule, on regarde. Donc voilà, on essaie d'être le plus discret possible pour ne pas gêner les gens. Les touristes, eux, ne semblent pas impressionnés et apprécient de se sentir en sécurité. On a eu un peu de doute si on devait annuler le voyage ou pas, mais après quand on a vu à la télé combien c'était sécurisé, combien ils étaient présents à tous les endroits touristiques, ça nous a beaucoup rassurés et ça nous a encouragés à venir. Relevés toutes les 2 heures, les sentinelles peuvent aller se reposer dans des locaux à 2 pas du Louvre. Ces légionnaires-là en profitent pour apprendre le français. Ils sortent tout juste de formation. Il s'agit de leur première mission, comme beaucoup des 6500 militaires déployés depuis 1 an en Île-de-France. Harold, notre sentinelle, très rapidement, parce que voilà, il y a un autre sujet à découvrir, mais ces sentinelles, vous, quand vous les croisez dans Paris, je ne sais pas si vous baladez dans Paris, mais elles vous rassurent, vous dites c'est utile d'avoir des soldats et pas que des policiers? D'abord, quand je les croise dans Paris, je les remercie pour le travail qu'ils font. Évidemment, c'est agréable d'avoir l'occasion de voir notre armée qui est toujours habituellement engagée sur le théâtre des opérations extérieures. Et donc, c'est une façon aussi de les rencontrer et de les remercier. Ensuite, est-ce qu'elles sont utiles? Ça, c'est difficile de le juger et simplement l'avenir nous le dira. Thibault de Montbrial, l'avocat, mais aussi l'officier de réserve, je précise. Oui. C'est utile, pas utile? Il y a un débat financier, il y a un débat aussi opérationnel. Ce qui est très important, c'est que dans un premier temps, c'est utile parce que ça rassure, parce que ça dissuade. Et bon. Mais le général de Villiers, qui est le chef d'état-major des armées, a dit à plusieurs reprises, notamment devant la représentation nationale, que cette opération ne pouvait pas durer indéfiniment parce qu'elle obère les missions extérieures, les temps d'entraînement et les temps de repos. Donc on va arriver très vite à un moment où il va falloir, dans le cadre de la réflexion sur les années qui viennent, repenser complètement notre sécurité intérieure. Quelques pistes en vrac. Il faut déléguer, notamment sur les sites Céveso, les sites industriels, etc. Il faut autoriser, évidemment dans des conditions contrôlées, mais on ne va pas rentrer dans les détails, les sociétés privées oui. à être armées en employant des anciens policiers, des anciens militaires, etc., etc. Vous avez aujourd'hui les policiers qui... Pour libérer des policiers et des militaires du régalien. Voilà. Les CRS... Non mais attendez, il faut être pragmatique. Le général de Villiers... C'est la privatisation d'un service régalien. Mais le général... Non mais attendez, oui mais attendez, mais il faut être très clair. À ce moment-là, on fait quoi? On recrute 50 000 personnels, ou alors on recrute 50 000 personnels. Et on ne peut pas. Les réservistes, etc. Mais il y a un moment, il va falloir faire des choix. Nous sommes obligés de penser à toutes ces cibles qu'on appelle en langage technique des cibles molles, c'est-à-dire des endroits qui peuvent être attaqués et qui peuvent faire des dégâts considérables. L'armée, la gendarmerie, la police ne peuvent pas tout garder. Donc, il faut réorganiser tout ça. C'est un changement total de logiciel. C'est un changement total de logiciel. Il faut que l'État l'accompagne, il faut que l'État le contrôle, mais il faut que l'État l'organise. Vous en pensez quoi, Luc Carvounas? Il y a un débat aussi de fond, parce que Sentinelle, c'est l'armée française. Puis là, on nous dit qu'il faudrait avoir des sociétés privées de sécurité. Ils font un très bon travail. Moi, j'ai vu vos images sur Paris, mais ils sont aussi à Alfortville. Ils ont même été renforcés. Aujourd'hui, j'ai 6 soldats qui sont évidemment aux abords de la synagogue d'Alfortville et qui, depuis le 13 novembre, patrouillent dans les rues d'Alfortville. Et tout le monde me dit, c'est très bien, monsieur le maire, ça rassure. Par contre, il y a un débat à avoir, effectivement, sur le long terme. Comment nous allons faire pour renforcer la sécurité sans pour autant toujours utiliser nos soldats qui sont appelés à être sur les champs qui partiront en opération extérieure, entre autres. Donc ça, ce débat-là, le Parlement doit le poser. Vous savez, au moment du 13 novembre, comme de Charlie, nous avons eu aux abords, je vais vous donner un exemple concret de ma commune, nous avons eu évidemment un renforcement de la sécurité aux abords de la synagogue, et pas forcément aux abords de la salle de prière. Alors qu'est-ce que j'ai fait, Daniel Simonet, pour répondre à la commande des Alfortvillais de confession musulmane? J'ai mis une boîte privée pour assurer
les allées et venues de la salle de prière, parce que ça rassure tout le monde, ça rassure les fidèles. Sauf qu'à un moment donné, même si j'installe aujourd'hui une police municipale, ce n'est pas les collectivités territoriales, face à ce qui nous attend, qui pourront pallier à toute la sécurité. Daniel Simonet, qui reste un droit régalien en colère. Oui, je suis en colère. Pourquoi ? Parce que... On parle de pragmatisme. Quelle défaillance totale, mais quelle défaillance totale de la République d'en arriver à la privatisation des fonctions régaliennes de l'État. Voilà. Alors d'abord sur la question des sentinelles. Faute de moyens d'ailleurs. Il faut savoir que 7000 soldats, voire même plutôt 11 000 qui sont prépositionnés. Hélas, je dis bien hélas, mais ça ne sert à rien. Ça sert psychologiquement à mettre en place un sentiment qui rassure, mais nous ne sommes pas sur des forces adaptées. Les sentinelles ne sont pas formées pour garantir des questions de sécurité en milieu urbain. Leurs armes ne sont pas adaptées. S'ils ont à un moment donné la nécessité d'usage de leurs armes, les conséquences pourraient être extrêmement problématiques. C'est ce que vous vouliez dire, Mohamed Tifaoui. Donc faisons attention. Et deuxième chose, mais arrêtons une bonne fois pour toutes de continuer ces politiques d'austérité qui ont amené Nicolas Sarkozy à supprimer plus de 12 000 postes. Et je suis ravie, en ce point-là, que M. François Hollande ait enfin reconnu le président de la République, qu'il fallait que, avec sa phrase, bien sûr, que le pacte de sécurité devait être au-delà, au-dessus du pacte d'austérité et de stabilité. Et d'ailleurs, je rajouterais aussi le pacte social et aussi le pacte écologique. Mais ça vous a plu, ça, en disant, après tout, mais oui, parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on a besoin de restaurer les moyens d'intervention d'une police républicaine. 1, il faut plus de moyens humains. 2, il faut une formation. Thibault Monbrial parle de pragmatisme. Mais et lui, on n'a pas de moyens. Est-ce que vous croyez sincèrement que de passer par des entreprises privées, d'abord, coûterait moins cher que le service public? Je ne crois pas. Les entreprises privées, c'est les entreprises qui paieraient pour leur protection. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je suis désolé. Vous parlez d'échec de la République. Si demain il y a un attentat dans le couloir de la chimie rhodanienne qui fait 50 000 morts, ce sera pas un échec de la République, alors que ces sociétés, et moi j'ai parlé avec des hauts magistrats, j'ai parlé avec des responsables de la sécurité, que ce soit civils, que ce soit policiers ou militaires, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que les sociétés, là je parle des sites industriels, prennent en charge leur propre sécurité, mais il faut que pour ça qu'on leur en donne les moyens. Alors moi je parle de la sécurité sur l'espace public. Daniel Simonet, regardez, je suis persuadé que vous voulez savoir ce qu'en pense Mohamed Tifaoui, ces militaires, notamment de ces légionnaires du régiment de cavalerie. Pas utile, trop cher? Je pense qu'il faut repenser tout notre dispositif et par rapport aux sécurités, aux sociétés de sécurité privées, il faut savoir de quoi on parle. Si c'est pour mettre à l'entrée des centres commerciaux des gens en costume noir avec un bandeau de sécurité, c'est inefficace parce qu'on n'a pas à faire face à des voleurs. On a à faire face à des gens qui vont venir avec des kalachnikovs. Et ces pauvres garçons, à chaque fois que je les vois, j'ai vraiment un pincement au cœur parce que je me dis, s'il y a une attaque ici, ils sont les premiers, en première ligne, avec même pas un pistolet à eau. Je veux dire, ils n'ont absolument rien, que leur courage. Donc ça, il faut quand même le dire. À quoi on fait face? On fait face à une situation où des gens, comme on l'a vu, tirent à la kalachnikov, à une arme de guerre, avec l'arme de guerre. Donc je pense que, d'abord, des choses très simples. Je m'étonne que depuis janvier dernier, on n'ait pas pensé à doter chaque équipage de chaque voiture de police, comme il se fait aux États-Unis, d'une arme longue, c'est-à-dire d'une arme capable de faire face à une arme de guerre. On l'a vu que, par exemple, les frères Kouachi ont fait reculer. Alors, au-delà de côté désastreux de l'image que ça peut provoquer, on pu faire reculer les voitures de police. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tirer avec un petit 9 mm face à deux armes de guerre, en l'occurrence la puissance de feu est déséquilibrée. Donc, doter chaque équipage d'une arme longue. Ensuite, il faut remettre ce qui a été défait, par Nicolas Sarkozy. La police de proximité qui est aujourd'hui nécessaire plus que jamais. Parce que défaillante. On peut se demander, et avec évidemment sans jeter l'opprobre sur les services de sécurité qui font un travail comme ils peuvent, mais on peut se demander comment un commando, quand même, dans les rues de Paris, a pu s'organiser sans que personne ne le voie. Pourquoi? Parce que la police de proximité, si elle était là, je crois qu'on aurait pu voir que dans tel quartier ou dans tel machin, il y a des véhicules immatriculés en Belgique qui circulaient dans une période qui n'était pas une période de vacances scolaires. Mais des jeunes qui étaient... Alors, quand on voit des jeunes trentenaires circuler dans des voitures étrangères dans les rues de Paris, soit ils sont en vacances en dehors des... soit ce sont des VRP, soit ce sont des trafiquants de drogue, soit ce sont des terroristes. Donc il faut
c'est le pragmatisme, ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'autant que le Bataclan avait eu des menaces, il faut quand même le préciser. Il y a autre chose. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un renforcement des moyens, aussi bien de la sécurité intérieure. Le texte qui se prépare, d'ailleurs. Et le maillage du territoire, comme c'était le cas à l'époque des RG, c'est-à-dire le renseignement territorial. Aujourd'hui, doit pouvoir... Mais écoutez, il faut se poser la question, pourquoi, lorsque Nicolas Sarkozy détricote le dispositif antiterroriste français, c'est à ce moment-là qu'on commence à taper en France avec une facilité déconcertante, à partir de l'affaire Mera. D'ailleurs, on a tendance à l'oublier. Un dernier mot, parce qu'en fait, j'ai pas fini au début. Dès que j'ai prononcé sécurité, dès que j'ai dit sécurité privée, tout le monde met tombé dessus. L'affaire Mera, elle coïncide avec... Non. Il y a un deuxième volet. Et qui ne coûterait pas très cher, mais qui demanderait une certaine réorganisation, ce serait de recréer, alors les noms, il ne faut pas partir sur les noms, mais soit une garde nationale, soit une défense... Ce qui avait été évoqué par la garde. Soit une défense opérationnelle du territoire, une réserve citoyenne, encadrée par des militaires d'actifs ou par des militaires qui viennent de quitter le service actif, avec des gens qui seraient formés sur quelques semaines pour certaines missions pour lesquelles il n'y a pas besoin d'être formé pendant 6 mois. Après l'effondrement des tours, il y avait la garde. Et qui viendraient renforcer... Vous parliez de maillage territorial qui viendrait renforcer, notamment aussi en zone rurale, les missions de protection d'un certain nombre de citoyens. Ça me paraît Luc Carvounas, on n'a pas le temps de voir le détail de ce texte qui va être débattu à l'Assemblée et qui évoque un certain nombre de points qui sont critiqués par les avocats, les magistrats, parce que évidemment, ce sont des mesures qui donnent plus de pouvoir aux policiers. On a le sentiment ce soir qu'il faut changer les procédures tout en étant toujours sous la tutelle des juges. Des juges, non, parce qu'il y avait Trévidic ce matin. Attention à ce que l'on dit, parce qu'aujourd'hui dans le juge Trévidic dit on n'a pas le texte, mais pour l'instant, ce qui est au contraire développé, et ce qu'on nous donne à voir, c'est un renforcement du pouvoir exécutif. Au mépris justement du pouvoir judiciaire. Merci de cette analyse sans avoir lu le texte. Ben oui, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous renvoie pour l'instant comme élément. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, je suis absolument pas d'accord. Ça, j'ai bien compris. Et avec une grande inquiétude sur cette aberration de la constitutionnalisation de l'état d'urgence, dont on n'a pas parlé ce soir, mais qui souhaite introduire l'idée d'un état d'exception permanent et qui pose de vrais. Le juriste, j'avais juste une question à vous poser parce que le débat se termine. Est-ce qu'on est en train de changer d'univers et de monde, donc de mentalité, donc de manière d'appréhender le danger? Est-ce qu'on a changé d'air à l'issue de ces trois attentats qui ont frappé l'année 2015 terriblement? Juste, dans la Constitution, il y a soit l'état de siège, soit rien du tout. Donc, de mettre juste le principe de l'état d'urgence dans la Constitution, ça veut dire qu'on met une marche intermédiaire. Est-ce qu'on est en train de changer de logiciel? Est-ce qu'on est en train de changer de logiciel? J'espère. Moi, je suis, avec toutes les discussions que j'ai avec les différents professionnels du renseignement, de la sécurité, de la police, l'armée et les politiques qui s'en occupent, extrêmement pessimiste, je ne le cache pas. Je pense qu'avec le recul, on parlera de l'année 2015, non pas comme d'une année exceptionnelle, mais comme du début d'un phénomène, qu'il faut s'y préparer psychologiquement. On parle d'une génération ce soir dans le débat. Pour prendre les bonnes décisions, et que le plus vite des décisions fermes seront prises, le moins la France risque de basculer dans les extrêmes. Parce que sinon, le jour où nous aurons 1 ou 2 ou 3 attentats, où nous aurons des morts par milliers, et où pendant plusieurs jours le pouvoir vacillera, à ce moment-là, c'est le peuple qui demandera à partir aux extrêmes. Et là, la République sera vraiment en danger. Luc Carvounas, je ne veux pas réouvrir le débat politique, mais c'est vrai que rien que sur la question de la déchéance de nationalité, on voit ce qui vous attend demain à l'Assemblée et au Sénat, parce qu'il y a un débat. Est-ce que ce soir, vous appelez vos amis, vos alliés, si je peux les appeler ainsi, de la gauche, à une forme de pragmatisme autour de ces questions, ou est-ce qu'il faut continuer à batailler sur l'idéologie? Les débats entre nous, que ce soit au Parlement ou ailleurs, parce que nous discutons quand même tous les jours. Il va falloir, parce que 80% du Bureau national du Parti socialiste qui est contre la constitutionnalisation. Et 80% des Français. Il y a toujours ceux qui ne sont pas membres du Parti socialiste qui en parlent le mieux, c'est incroyable. Oui, nous entrons dans une nouvelle période. Qui m'en parlent beaucoup. Oui. Nous entrons dans une nouvelle période, c'est clair. Et je n'étais pas d'accord avec ce que vous avez dit par rapport au 13 novembre. François Hollande ne s'est pas réveillé le 13 novembre. C'est la conscience de tous les Françaises et les Français qui se sont rendus compte que Charlie, c'était des Français parce qu'ils étaient juifs ou des policiers. Le 13 novembre, cela concerne tous nos compatriotes. Il y a eu une prise de conscience collective. Évolution du vocabulaire, le de l'ère dans laquelle nous sommes entrés depuis cette date tragique. Et nous devons aujourd'hui apporter des réponses. Alors, on aura nos débats avec Daniel Simonet et avec mes collègues du Parti socialiste. Et moi, je vais vous dire un scoop, Daniel Simonet. Le texte, il sera voté. Voilà, quoi que vous disiez. Oui, grâce à toute la droite. Enfin, même pas toute la droite, à une grande partie de la droite. Mohamed Sifaoui, sur le changement. Ça s'appelle l'unité nationale.
C'était les mots des politiques, c'est un débat qui aura lieu demain. Morale. Le changement de logiciel, on parlait d'une génération, c'est-à-dire qu'on a sacrifié une génération. Les Français qui nous regardent se disent, mais attendez, mais on a combien de temps encore on va devoir vivre avec l'état d'urgence, des militaires, des policiers, un changement de paradigme, c'est quoi? C'est 20 ans, 25 ans encore? Oui, il faut le craindre, malheureusement. Mais vous savez, le terrorisme, de toute manière, réduit nos libertés individuelles et collectives là où il s'exprime. Malheureusement, c'est une réalité. C'est toute la nuance qu'il faut installer dans ce débat, c'est-à-dire l'équilibre à trouver entre la liberté, le modèle de société qui est le nôtre et qu'on doit préserver, et l'impérieuse nécessité de préserver la sécurité des personnes et des biens. Donc, en fait, tout l'équilibre à trouver doit être à ce niveau. Et ça, c'est au plus haut niveau de l'État que cette cohérence-là doit être. C'est compliqué. Je dirais, c'est pour ça. C'est pour ça que ça marche pas très bien. Si je puis me permettre, c'est pour ça que ce que disait Madame Simonet tout à l'heure est totalement juste. On ne peut pas d'un côté ouvrir toutes ces polémiques. Moi, je ne pleure pas le sort d'un terroriste, mais d'ouvrir toutes ces polémiques sur la déchéance et ne pas être clair, par exemple, quant aux relations à avoir et l'exigence à avoir à l'égard de l'Arabie Saoudite, qui est le diffuseur principal de la pensée nihiliste djihadiste, du Qatar, qui est dans un jeu totalement ambigu et qui dispose d'une chaîne de télé qui est une véritable arme de guerre, qui est ouverte à tous les tenants de l'antisémitisme, les tenants de la haine de l'autre, les tenants de ce qui est appelé la guerre sainte, injustement, et par ailleurs, je dirais, toute la logique locale où il y a des gens, des petits notables locaux, je parle des élus, certains en tout cas, qui entretiennent des ghettos, dans ces ghettos une clientèle électorale pour faire pérenniser, je dirais, leur carrière. C'est aussi tout ça qu'il faut mettre à jour. Montréal, 10 secondes, on est en retard, je vais me faire tirer les oreilles. 10 secondes. Là, il n'y a pas de liberté que l'on puisse exercer si on n'est pas au préalable en sécurité. La sécurité, il ne faut pas l'opposer à la liberté. La sécurité, c'est le préalable à l'exercice de la liberté. Ça sera le mot de la fin. Daniel Simonet, merci. Le débat va se poursuivre sur toutes ces questions et notamment sur la question de déchéance de nationalité. Merci d'être venu. Vous êtes la porte-parole, l'une des porte-paroles du Parti de gauche, coordinatrice du Parti de gauche. Merci à Luc Kervounas, sénateur socialiste du Val-de-Marne, proche de Manuel Valls. Merci à Mohamed Sifaoui, spécialiste de ces questions. On l'aura entendu évidemment tout au long de notre émission. Et merci à Thibaut de Montbrial. Des livres, vos livres, on les a vus tout au long de notre émission. Ce centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et vous êtes avocat. Association 11 janvier, j'imagine qu'il y a un site internet, vous pouvez le consulter, créé par Mohamed Sifaoui. Merci de nous suivre. Demain, on s'intéresse au sujet qui a déjà été un peu évoqué. C'est la rentrée parlementaire, la primaire à droite et la déchéance de nationalité à gauche. Belle rentrée demain en perspective. Je serai là. Bonne soirée. Merci à Harold, notre sentinelle.